Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Forte tension à Naples en ce matin du 24 octobre 1922. Les magasins sont fermés. On voit partout dans les rues des hommes jeunes, pour la plupart vêtus de chemises noires. Certains ont l'air prêts à en découdre avec des habitants qui, eux, ne sont pas favorables. Ce sont les partisans du Parti national fasciste de Benito Mussolini. La formation n'a que 2 ans d'existence. Elle est née en 1920. Ce PNF compte moins de 700 000 adhérents et 40 000 d'entre eux ont déferlé sur Naples sous les acclamations, les vivas. Ces chemises noires font le salut à la romaine, c'est le bras droit tendu au passage d'un cortège, avec à sa tête Mussolini qui marche d'un pas décidé dans les rues complètement pavoisées de drapeaux italiens et fascistes. Celui qu'on nomme le Duce porte lui aussi une chemise noire. Il est reconnaissable à son crâne dégarni, sa mâchoire un peu proéminente, vous savez. Il est aux côtés de ses plus fidèles lieutenants. Mussolini entre ensuite au théâtre San Carlo, le grand théâtre musical italien, n'est-ce pas? Les militants fascistes côtoient des notables napolitains dans ce théâtre, le préfet, des députés, des sénateurs, mais aussi des professions libérales. Il y a des intellectuels, des industriels. Tout le monde est là pour écouter Mussolini qui, torse bombé, l'air grave, monte à la tribune. Il est 10 heures du matin. Et il évoque les négociations en cours avec les libéraux pour une entrée des fascistes au gouvernement, ce qui serait évidemment une première. Encore une fois, on est le 24 octobre 1922. Beaucoup d'allure, Mussolini, une grande maîtrise oratoire. « Nous, fascistes, dit-il, nous n'avons pas l'intention d'aller au pouvoir par la porte de service. Nous n'entendons pas renoncer à notre droit d'aînesse pour un misérable plat de lentilles ministérielles. » Il veut 5 portefeuilles, Mussolini, et à la fin de son discours, tandis que les fascistes applaudissent, les monarchistes qui sont présents dans le théâtre acclament le roi, et ça rend Mussolini furieux. En début d'après-midi, le voilà qui défile à nouveau dans les rues de Naples et qui prononce une nouvelle allocution. Cette fois, place du plébiscite, il s'époumonne « Nous voulons devenir l'État ». Il est complètement galvanisé. Je vous le dis avec toute la solennité que le moment impose, ou il nous donne le gouvernement, ou nous le prenons en allant à Rome. Et là, ce sont des acclamations « Roma, Roma ». Ce 24 octobre 22, ce qui est une rumeur depuis des mois devient donc officiel. Mussolini a bien l'intention de marcher sur la ville éternelle, où le pouvoir est de plus en plus fragile, avec un président du Conseil, Luigi Facta, qui envoie un télégramme en fin de journée, et voilà ce que dit le télégramme. Le rassemblement fasciste se poursuit tranquillement, je crois désormais abandonner le projet de marche sur Rome. Ah bah oui, c'est pas ce qui s'appelle faire preuve d'une très grande clairvoyance, tout ça. Franck Ferrand sur Radio Classique. Benito Mussolini est né en 1883 en Émilie-Romagne, à Predapio exactement. Il s'est très vite intéressé à la politique. Vous savez qu'il était maître d'école, il a milité dans des cercles socialistes révolutionnaires dès l'âge de 17 ans. On l'a vu mener une vie un peu errante entre la Suisse, l'Italie. Il a été plusieurs fois arrêté, condamné, emprisonné pour des appels à la violence, pour des grèves, pour des affrontements avec la police. Tout ça toujours très socialiste. Il a tenu des réunions politiques qui n'étaient pas autorisées, mais il s'est aussi distingué comme orateur et comme auteur, avec une plume acérée. C'est un homme populaire et charismatique quand à 29 ans, donc là on est en 1912, il devient le chef de ce courant révolutionnaire du Parti socialiste italien. Il prend également la tête de l'organe officiel du parti, le quotidien Avanti, dans lequel il va livrer des éditoriaux incisifs. Le tournant a lieu avec la Première Guerre mondiale. L'Italie choisit à ce moment-là la neutralité, vous savez, et alors que dans un premier temps, Mussolini s'est opposé à l'intervention de son pays, finalement, il se déclare favorable, ce qui marque une rupture avec le PSI. Il va d'ailleurs être exclu. Il est exclu du parti, exclu de l'Avanti en novembre 1914. À la fin de la guerre, l'Italie, qui finalement est entrée dans le conflit en 1915, pleure la mort de 650 000 hommes et compte près d'1 million de blessés, de mutilés, 600 000 disparus ou prisonniers. Bref, un bilan lourd, bilan humain terrible qui s'ajoute à une grave crise économique. Et lors des négociations du traité de Versailles, il faut bien dire que l'Italie n'obtient pas les concessions
l'expansion territoriale qui lui avait été promise par les Alliés. L'écrivain Gabriele D'Annunzio parlera de victoires mutilées pour évoquer ce sentiment de trahison de la part de ceux que l'Italie avait fini par rejoindre. Mussolini, qui pendant la guerre a combattu, veut capter cette colère sociale et patriotique, il n'a pas grand mal à le faire. Le 23 mars 1919 à Milan, qui est la principale ville industrielle du pays, Milan, il fonde les fameux faisceaux italiens de combat, en présence de nationalistes, de membres du mouvement futuriste, d'anciens combattants aussi, beaucoup d'anciens combattants, certains en première ligne lors de ce qui va être la marche sur Rome. Les membres de ces faisceaux, ces fasci, adoptent donc la chemise noire, la tête de mort qu'on portait pendant la guerre dans le corps spécial des Arditi, et leur premier fait d'armes, c'est le saccage et l'incendie des locaux du journal Avanti. Faut vous dire rappeler que Mussolini avait été exclu d'Avanti 5 années plus tôt. Christophe Dard a préparé cette émission. Il insiste sur le fait que les faisceaux italiens de combat, à la fin de 1920, sont devenus une force paramilitaire importante qui s'est répandue dans toute l'Italie avec un journal, Il Popolo d'Italia, le peuple d'Italie, fondé en 14 par Mussolini et qui bat des records de vente. Alors que les mobilisations paysannes, les manifestations ouvrières, les occupations d'usines aussi ont tendance à se multiplier, ces milices fascistes brisent les grèves, s'en prennent maintenant aux socialistes et aux syndicalistes dans des expéditions punitives. Il y a même carrément des assassinats ciblés. C'est un mouvement de violence. Les industriels, les propriétaires terriens qui sont effrayés par la menace d'une révolution bolchevique, comme on a pu la voir en Russie, soutiennent ces chemises noires et les financent. Et la petite et la moyenne bourgeoisie, pas mal de militaires aussi et de politiciens, vont rejoindre ces faisceaux. Parallèlement, Mussolini se lance dans la voie de la normalisation du fascisme. Il joue la carte du parlementarisme. Le 15 mai 21, les faisceaux participent à l'élection législative. Ils n'ont que 35 sièges sur 535, mais Mussolini est élu à Milan, ce qui n'empêche pas de poursuivre les violences. En septembre 21, un député socialiste est assassiné par des chemises noires et les faisceaux regroupent à ce moment-là 320 000 adhérents, soit 10 fois plus qu'un an plus tôt. En novembre 21, c'est le congrès le congrès fondateur de ce qu'on va appeler donc le PNF, le Parti national fasciste. À l'été 22, on se rapproche de notre période là. À l'été 22, pour protester contre la menace fasciste, les syndicats ouvriers organisent des grèves avec des affrontements qui sont très très violents. Ils vont, grâce à ça, se rendre maîtres d'un certain nombre de villes essentielles. Je pense à Milan, à Gênes, à Livourne, à Padoue. Mussolini, qui est soutenu maintenant par les principaux dirigeants conservateurs, par les grands patrons, par la hiérarchie catholique, par un certain nombre de membres de la monarchie italienne, Mussolini sait qu'il est en position de force pour prendre le pouvoir face à une gauche qui, elle, est complètement désorganisée et en décomposition. Il décide que ce sera par la force qu'il va prendre le pouvoir et donc en marchant sur Rome. Voilà ce qu'il déclarait en avril 22. « Nous rêvons d'Italie romaine, c'est-à-dire sage et forte, disciplinée et impériale. Beaucoup de ce qui fut l'esprit immortel de Rome ressurgit dans le fascisme. Romain est le faisceau du licteur. Romaine est notre organisation de combat. Romain est notre orgueil et notre courage. » Très intéressant, cet ancrage du fascisme dans une pseudo-tradition romaine, historique en quelque sorte. Et donc, en octobre 22, pas mal de villes tombent dans l'escarcelle des chemises noires. Financièrement, Mussolini peut compter maintenant sur le soutien des grands groupes industriels, également, disons-le, sur le soutien plus discret des Britanniques. C'est ce que révèle un ouvrage qui a récemment été publié en Italie par Giovanni Fasanella et Mario José Cereghino. Afin de protéger les intérêts maritimes de l'Angleterre, un certain nombre d'officiels britanniques ont aidé Mussolini à organiser cette marche sur Rome. Bref, dans la soirée du 24 octobre 22, Mussolini réunit ses fidèles à l'hôtel Vesuvio et il s'agit maintenant de mettre au point les derniers détails de cette marche sur Rome, opération qui doit commencer dans 3 jours, le 27 octobre à minuit.
et l'assaut sur la capitale est donc fixé pour le lendemain. 3 colonnes formées dans des localités environnantes de Rome vont prendre la direction de la ville éternelle, et dans 12 zones stratégiques de la péninsule, les fascistes s'empareront de tous les éléments stratégiques, de tous les postes de commande, les communications bien entendu. L'état-major fasciste, le quadriumvirat, pilotera tout depuis Pérouse. Quand je dis quadriumvirat, il est composé de 4 vieux fidèles pour lesquels Mussolini n'a que peu d'estime. Il y a Italo Balbo, qui est responsable du faisceau de Ferrare, un meneur d'hommes pour lequel c'est par la violence physique que le fascisme s'imposera. Il y a Cesare Maria De Vecchi, qui est un monarchiste proche des milieux industriels et qui va servir d'intermédiaire entre Mussolini et le roi. Il y a aussi Emilio De Bono, un ancien officier de haut rang, fasciste pas très convaincu, disons-le, par cette marche sur Rome, qu'il considère comme mal préparée, et puis Michele Bianchi, le premier secrétaire national du parti. Frédéric Lemoyle écrit dans un ouvrage qui s'appelle « Les hommes de Mussolini » et qui vient de paraître, sa position à la tête du PNF, ses liens avec la franc-maçonnerie, ses origines méridionales, le fascisme restait faible dans la zone sud de la péninsule, dit-il, autant que son lent travail de pénétration de la bureaucratie afin de paralyser toute réaction gouvernementale plaidait pour sa participation à la conspiration. Cela dit, son poids politique ne doit pas être surévalué. Bianchi ne possédait ni la fougue, ni l'assise régionale de Balbo, ni le prestige auprès des militaires de De Bono, ni les réseaux monarchiques de De Vecchi. En tout cas, Michele Bianchi est là, parmi les autres, et au terme de la réunion, Mussolini peut regagner Milan, j'allais dire tranquille. C'est à Milan que se trouvent ses fidèles partisans. Bien sûr, c'est là qu'est le siège du journal Il Popolo d'Italia. Milan offre aussi l'avantage de ne pas être trop loin de la Suisse, parce que, après tout, Mussolini se dit que les choses pourraient mal tourner. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Le 27 octobre, les affrontements sont violents entre fascistes et antifascistes, mais l'armée laisse faire. Vous avez bien compris ce qui est en train de se passer, évidemment. On voit même des éléments de l'armée se joindre aux milices fascistes, pour tout vous dire. Les 26 000 squadristes mobilisés, certains avec des casques d'acier sur la tête, d'autres avec un mouchoir vert noué autour du cou, manquent de vivres, ne sont cependant pas suffisamment armés. La plupart donc des fusils de chasse ou des revolvers, des poignards et des bâtons. Et pour ne rien arranger, ces squadristes marchent sous une pluie diluvienne, ce qui fait que ça ralentit leur marche. Bref, au matin du samedi 28 octobre, épuisés, ils vont tenter de monter dans des wagons pour rejoindre Rome. Seulement, les trains sont stoppés par 400 carabiniers. C'est à ce moment-là que l'on est en train de se demander si le mouvement ne va pas tourner court. Je cite Jean-Christophe Buisson dans l'album qu'il vient de faire paraître chez Perrin, une histoire illustrée du fascisme et du nazisme. Ça s'appelle Le Noir et le Brun. Je le cite. 28 octobre à l'aube, le Conseil des ministres italien approuve le décret proclamant l'état de siège à Rome et autorisant l'armée à ouvrir le feu sur les chemises noires quand elles approcheront de la ville. Lorsque le Premier ministre Luigi Vacta le soumet à la signature du roi, celui-ci refuse de le signer sur le conseil du général Diaz, commandant en chef des armées, qui jouit de l'estime et de l'admiration de tous pour son action décisive à la fin de la Grande Guerre et qui lui a valu le surnom de Duc de la Victoire. « Sire, l'armée est fidèle, mais il vaudrait mieux ne pas la mettre à l'épreuve », assure-t-il à Victor Emmanuel III. Elle reste donc l'arme au pied. Les chemises noires commencent à investir Rome en ne se heurtant qu'à la résistance de certains quartiers populaires. Plusieurs victimes seront à déplorer dans les deux camps. Luigi Vacta démissionne et c'est, nous dit-il, le début de l'ère fasciste. Mussolini, quand même, se méfie un peu. Le 29 octobre, Dino Grandi, qui est député fasciste et vice-président de la Chambre des députés, lui téléphone depuis le palais du Quirinal et lui annonce que, ça y est, c'est officiel, le roi lui confie la présidence du Conseil. Que l'on m'envoie un télégramme, dit Mussolini. Dès que je l'aurai reçu, je partirai aussitôt en avion. Vous voyez à quel point il a été prudent, Mussolini, dans cette histoire. Dans l'après-midi, on voit donc le Duce décacheter l'enveloppe et lire le message, la voix brisée par l'émotion. Il dit à son frère qui est là, juste à ses côtés, « Ah, si papa était là !» Franck Ferrand
sur Radio Classique. Et dans la soirée, Mussolini, qui est toujours acclamé par ses partisans, quitte Milan pour Rome à bord d'un train de nuit, même si la démonstration de force n'a pas été, disons-le, une grande réussite et s'apparente à ce qu'on pourrait appeler familièrement un coup de bluff. Le chef du parti national fasciste est arrivé à ses fins. Il a obtenu le pouvoir qui lui a été donné légalement, précisons-le bien. Au matin du lundi 30 octobre 22, après avoir été accueilli à sa descente de train en gare de Rome par une foule importante, Mussolini arrive au Quirinal, il est en chemise noire, il est présenté à 11h15 au roi Victor Emmanuel, qui est là, donc tout à fait, qui l'accueille. Voilà ce que lui dit Mussolini: que votre majesté excuse ma mise, mais j'arrive tout droit de la bataille, qui s'est heureusement déroulée sans effusion de sang. Oui, tout droit de la bataille, si l'on peut dire. Quand même, à ce moment-là, les colonnes fascistes sont à 100 km de Rome. À 39 ans, Mussolini est le plus jeune Premier ministre de l'histoire d'Italie et désormais, il va devoir former le nouveau gouvernement. Il est en frac et pantalon rayé, chapeau de forme de rigueur à 17h pour retourner au Quirinal et présenter au roi la liste des membres de son cabinet acceptés par le souverain. Ce gouvernement dans lequel Mussolini est ministre des Affaires étrangères et ministre de l'Intérieur est une coalition de droite qui ne compte en vérité que 3 fascistes. Il y a même des gens plus au centre, mais aucun communiste et socialiste. Dans la soirée, les squadristes défilent dans les rues de Rome et se livrent à leurs habituelles violences contre leurs opposants. Quand je dis les habituelles violences, faut pas prendre ça par-dessus la jambe, hein. C'est 13 morts quand même en cette soirée du 30 octobre. Le 16 novembre, lors de son discours de politique générale au Parlement, Mussolini prétendra que 300 000 hommes ont défilé à Rome le 28 octobre. Bref, la confiance du Parlement obtenue à une large majorité, Mussolini va rapidement mettre en place les bases de cette dictature, vous savez, qu'il va instaurer. On va faire de la marche sur Rome un véritable mythe fondateur. D'ailleurs, le 28 octobre va devenir fête nationale et lors du premier anniversaire en 23, c'est un événement considérable. À partir de 27, le 29 octobre devient le début de la nouvelle année du calendrier fasciste, vous imaginez ça? Et en 1932, pour le 10e anniversaire de la marche sur Rome, il y aura une grande expo qui accueillera quand même quelques 4 millions de visiteurs. Vous écoutez Radio Classique.